Bonjour tout le monde. Alors cette séquence de vidéos et les séquences qui vont suivre ils vont être consacrés à la suite du cours d'immunologie euh, du deuxième année bac sciences de la vie et de la terre, option français. On s'est arrêté au niveau de la mise en évidence de l'immunité spécifique ou bien acquise. Alors, on va voir cette première expérience qui a été réalisée sur 1, 2, 3 souris A, B et C. La souris A été injectée par une toxine tétanique. Alors, avant de continuer, c'est quoi une toxine? Une toxine, c'est tout simplement une substance chimique toxique sécrétée par certaines bactéries ou bien certains champignons. Il est donc toxique. Il va donc en général provoquer des dégâts qui peuvent aller jusqu'à la mort. C'est le cas de cette première souris qu'on a donc injectée par de la toxine tétanique. Elle meurt tout simplement parce qu'il n'est pas immunisé contre cette toxine tétanique. D'accord? Son système immunitaire ne reconnaît pas cette toxine tétanique, donc il ne peut pas en défendre. La deuxième expérience sur la souris B. Alors cette souris B, il a d'abord été injecté par de l'anatoxine tétanique. C'est quoi l'anatoxine? C'est une substance, une toxine, mais qui a perdu sa toxicité. C'est-à-dire, elle ne provoque plus les complications qui vont causer une maladie ou bien causer la mort. Mais elle garde quand même sa capacité à rendre l'animal humain, immunisé. Donc on dit qu'il garde son pouvoir immunogène. C'est-à-dire que en injectant de l'anatoxine tétanique à cette souris B, on va l'immuniser contre le tétanos, c'est-à-dire contre la toxine tétanique. D'ailleurs, après des jours, on injecte la toxine tétanique à cette souris B, on remarque après que cette souris reste en vie, elle survit. C'est-à-dire qu'il est immunisé contre la toxine tétanique. Cette immunité, elle l'a acquise grâce à l'anatoxine tétanique. Une troisième expérience sur une souris C. Même chose que B, on va d'abord injecter de l'anatoxine tétanique, c'est-à-dire on va immuniser cette souris C contre la toxine tétanique, mais après des jours, on va lui injecter de la toxine diphtérique, c'est-à-dire une toxine synthétisée par une autre bactérie. Cette souris C va mourir après. Alors, la mort de la souris peut s'expliquer par le fait qu'il n'est pas immunisé contre la toxine diphtérique. Il est immunisé contre la toxine tétanique, mais il n'est pas immunisé contre la toxine diphtérique. C'est-à-dire que cette immunité qu'a la souris C ne la protège pas contre la toxine diphtérique. Elle la protège seulement contre la toxine tétanique. D'accord? D'où la notion de la spécificité de l'immunité. C'est-à-dire que cette immunité que la souris C a acquis, elle est spécifique à la toxine tétanique. D'accord? Elle n'est pas dirigée contre une autre toxine, par exemple la toxine diphtérique. Elle est dirigée seulement contre la toxine tétanique. On dit donc que cette immunité, elle est spécifique. Ou bien, dans le système immunitaire de cette souris C, et d'ailleurs c'est également le cas pour la souris B, d'accord, leur système immunitaire, on réagit, d'accord, on réagit
ont lancé une réaction immunitaire, mais qui est spécifique à la tétanos, spécifique à la toxine tétanique. Donc c'est là qu'on parle de la spécificité de la réaction immunitaire. Très bien. Alors, on a vu également, c'est ce qu'on a commencé à voir pendant la dernière séance, si je me rappelle bien. Alors, on a vu ces deux expériences qui nous ont permis de classer la réaction spécifique, la réaction immunitaire spécifique, en deux types. Alors, la première expérience a été réalisée sur des cobayes, un groupe de cobayes A, B et C, qu'on a immunisé contre la diphtérie. D'accord? Ensuite, l'un des cobayes A, B, C, c'est-à-dire le cobaye A, a été injecté, on lui a injecté de la toxine diphtérique et il reste en vie, il survit. Alors il survit tout simplement parce qu'il est déjà immunisé contre la toxine diphtérique, contre la diphtérie. D'accord? Alors, le but ici, c'est de déterminer le support de cette immunité, l'élément responsable de cette immunité contre la toxine diphtérique. C'est pour ça qu'on a réalisé les deux expériences suivantes. On a pris le sérum de l'un des cobayes immunisés et on l'a injecté à un cobaye D. Ensuite, on a injecté une toxine diphtérique à ce cobaye D. On remarque qu'il reste en vie. Alors qu'un autre cobaye E, non immunisé également contre d'ailleurs D et E ne sont pas immunisés contre la diphtérie. Le cobaye E, on lui a injecté des lymphocytes qu'on a prélevés depuis les cobayes. On lui a injecté donc ces lymphocytes. Ensuite, on lui a injecté de la toxine diphtérique. Il meurt. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que le cobaye D, le fait qu'il survit est dû au fait qu'il est immunisé contre la diphtérie. C'est-à-dire qu'il y a eu un transfert d'immunité depuis ces cobayes vers celui-là. On a transféré l'immunité contre la diphtérie. Donc, ce qui a permis de transférer cette immunité, c'est le sérum. Mais le cobaye meurt, c'est-à-dire qu'il n'est pas immunisé, ça veut dire que les lymphocytes ne permettent pas de transférer l'immunité depuis les cobayes vers le cobaye. Ça veut dire également que l'immunité contre la toxine diphtérique est due à des éléments qui se trouvent dans le sérum et il n'est pas dû aux lymphocytes. D'accord? C'est-à-dire que puisque le sérum n'est qu'un liquide de l'eau qui contient des substances chimiques, donc ça doit être une substance chimique contenue dans le sérum qui a permis à ce cobaye D d'être résistant à la diphtérie. D'accord? Alors que celui-là, même si on lui a injecté des lymphocytes, ceci ne l'a pas protégé contre la diphtérie. Donc ce premier type d'immunité, l'immunité comme aide les cobayes et l'immunité transférée à ce cobaye D, c'est une immunité qui est due à des substances chimiques qui se trouvent dans le sérum. C'est pourquoi on appelle cette immunité l'immunité à médiation immorale ou bien une réponse immunitaire à médiation immorale. Deuxième expérience a été réalisée sur un autre groupe de cobayes, A, B et C, mais cette fois le groupe est immunisé contre la bacille de Koch. C'est une bactérie également sous forme de bacille. D'accord? La bacille de Koch provoque une pneumonie qui provoque vers la fin la mort de l'animal, s'il n'est pas bien sûr immunisé contre cette maladie. Alors ces gars-là, ces cobayes sont immunisés contre la maladie, contre les bacilles de Koch. Alors si on injecte des bacilles de Koch à ce cobaye A, qui est déjà immunisé, il reste en vie, bien sûr, parce qu'il est immunisé. D'accord? Alors que si on transfère le sérum de ces cobayes immunisés vers le cobaye D, ensuite
on l'injecte avec des bacilles de corps, il meurt. Il meurt, ça veut dire qu'il n'est pas immunisé contre la maladie. Si on fait la même chose mais en utilisant des lymphocytes, par rapport à ce cobaye E, on lui injecte des lymphocytes provenant de ces cobayes. Ensuite, on lui injecte les bacilles de corps. Il survit, c'est-à-dire qu'il est immunisé. C'est-à-dire que les lymphocytes permettent à ce cobaye d'être immunisé, alors que le sérum ne permet pas à ce cobaye d'être immunisé. C'est-à-dire qu'on a transféré de l'immunité depuis ces cobayes vers le cobaye E. D'accord? C'est-à-dire que l'immunité du cobaye E et de ces cobayes également est due à des lymphocytes qui sont des cellules immunitaires, bien sûr. D'accord? Est due à des cellules immunitaires qu'on appelle des lymphocytes. Ce sont ces cellules qui sont responsables de la réaction immunitaire dirigée vers ou la dirigée contre les bacilles de corps. Pour cette raison, on parle d'une réponse immunitaire à médiation cellulaire, c'est-à-dire que ce sont des cellules qui vont intervenir directement pour protéger l'animal contre les bacilles de corps. Voilà, il y a donc deux types, en résumé, il y a deux types de réactions immunitaires, à savoir la réponse immunitaire à médiation immorale et la réaction immunitaire ou la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Une autre caractéristique de la réaction immunitaire, on va voir ça d'après ce document. Alors ce document représente les résultats de deux contacts d'un animal avec le même antigène. Ou bien, quand je dis deux contacts, je veux dire deux injections par exemple. On a injecté une première fois un animal, on lui a injecté un antigène quelconque, et on a attendu quelques semaines avant de lui injecter une deuxième fois. Qu'est-ce qu'on fait après chaque expérience? On fait le suivi de la variation du taux d'anticorps en fonction du temps. Le taux, c'est-à-dire la concentration d'anticorps en fonction du corps. Du temps. La concentration d'anticorps dans le sang, dans le sérum plus exactement. Qu'est-ce qu'on remarque? Alors, entre la première réponse et la deuxième réponse. Bien sûr, après chaque injection, il y aura une réponse immunitaire contre cet antigène. Et dans ce cas-là, on suppose qu'il s'agit d'une réaction immunitaire à médiation immorale puisque il y a intervention, il y a synthèse, d'accord, des anticorps. Après le premier contact, il fallait attendre presque une semaine, d'accord, pour observer, pour remarquer une augmentation progressive de la concentration d'antigènes en fonction du temps, durant la deuxième semaine. Et à partir de la troisième semaine, il y a une diminution lente de la quantité ou de la concentration d'anticorps. Et juste après le deuxième contact, juste après la deuxième injection, il y a une augmentation immédiate de la concentration d'anticorps d'une façon très rapide par rapport à la première augmentation, et pour arriver à un taux très élevé des anticorps par rapport au taux d'anticorps synthétisé pendant la réponse primaire. Donc remarquez, il y a trois différences. La première différence, c'est l'existence de ce qu'on va appeler un temps de latence avant la première réponse. Ce temps de latence n'existe pas avant la deuxième, la réponse secondaire. Deuxièmement, la concentration d'anticorps, elle est faible durant la réponse primaire, alors qu'elle est largement supérieure pendant la deuxième réponse. Mais aussi, la durée de chaque réponse, la durée de la première réponse, est plus courte que la durée de la deuxième réponse. D'ailleurs, la courbe normalement continue encore ici. C'est-à-dire que la concentration d'antigène après le deuxième contact va rester élevée durant
une longue durée, contrairement à la première réponse. On dit donc que la deuxième réponse dure plus longtemps, dure une longue durée par rapport à la première qui a une durée courte. Donc on a les trois différences entre la réponse primaire et la réponse secondaire. Alors quelle est l'explication de ce phénomène? Elle est expliquée par le fait qu'après le premier contact avec l'antigène, l'organisme produit des lymphocytes qui vont rester dans l'organisme, dans la circulation, qui vont être conservés, d'accord? Et ils sont appelés des lymphocytes mémoire. Ces lymphocytes, ils ont reconnu l'antigène après sa première entrée, d'accord? Mais une fois injecté pour la deuxième fois, c'est-à-dire après le deuxième contact, ces lymphocytes mémoire vont directement intervenir, ils vont rapidement intervenir, ils vont se multiplier d'une façon plus importante, plus vite, et vont produire de cette façon une quantité plus importante d'anticorps. Ce qui fait que la réponse secondaire, la réponse immunitaire secondaire va être donc plus forte et plus rapide et va durer plus longtemps que la réponse primaire. Il va donc être plus effectif. Il va éliminer l'antigène en une courte durée, d'accord, par rapport à la première réponse immunitaire. Ce phénomène-là est connu sous le nom de la mémoire immunitaire. On dit que la réponse immunitaire est caractérisée par la mémoire. C'est-à-dire que le système immunitaire mémorise l'antigène après sa première entrée et comme ça, il va intervenir d'une façon plus efficace après la deuxième entrée.